Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Et Europe des nations, si on réfléchit 2 minutes, ça veut strictement rien dire. Le problème, c'est quand on nous dit Europe des nations, c'est qu'on confond à dessein État et nation. Parce que d'abord, quelle nation? Alors on peut les prendre comme on veut. Vous prenez la nation anglaise. Elle veut nous quitter. Elle ne sait toujours pas comment elle veut nous quitter, si elle veut nous quitter, peu importe. On parle toujours des Anglais. Cet État s'appelle le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Déjà, il y a 2 pays, Grande-Bretagne et Irlande du Nord. Grande-Bretagne, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une nation. Il y a les Écossais, les Gallois et les Anglais. Donc ça en fait 4 au total. D'ailleurs, le tournoi des 5 nations anciens avant que l'Italie nous rejoigne en matière de rugby, c'était 4 nations britanniques et nous. Donc voilà déjà pour la Grande-Bretagne, compliqué de parler de la nation. Alors les Anglais se revendiquent comme nation, ok, mais pas la Grande-Bretagne. Ensuite, si on continue, l'autre grand, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est merveilleux. D'abord, l'Allemagne n'existe que depuis 150 ans, depuis Bismarck et Guillaume II. Avant, il suffit de rappeler le congrès de Vienne, je crois que ceux qui parlaient allemand, c'était pratiquement la moitié de ceux qui étaient présents pour résoudre les problèmes de l'Europe après la chute napoléonienne. Donc l'Allemagne est tout sauf une nation, d'ailleurs, son organisation politique le démontre bien, parce que, de surcroît, dans leur Länder, ils ont respecté ces anciennes entités. Ils n'ont pas fait des régions administratives comme nous. Il y a la Bavière et il y a la Sarre. Chez nous, on n'a même pas accepté que l'Alsace soit une région. On l'a intégrée dans le Grand Est. Alors que les Allemands ont laissé la Sarre. Brême, Hambourg, Hanovre sont des Länder. Donc il y a toute la survivance du passé qui se retrouve dans l'organisation institutionnelle et territoriale allemande. Si je prends l'Italie, très, très banalement et basiquement, en 1840, elle est plus morcelée que l'Europe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Rome, Naples, Venise, Gênes, Florence? Ils se sont fait la guerre pendant des siècles. Ils sont affrontés économiquement, commercialement et avaient en commun juste grâce à Dante et la langue. Et encore, le napolitain n'est pas tout à fait le milanais. Et encore aujourd'hui, si vous parlez aux gens qui gouvernent l'Italie maintenant, est-ce que l'Italie du Sud est vraiment l'Italie? Eux sont sûrs que ce n'est pas. Prenons l'Espagne, l'autre grand. L'Espagne, inutile de l'évoquer. Ça fait 3 ans que si vous allez à Barcelone, vous sentez bien que la nation espagnole, pour eux, c'est un non-sens. Sans parler de l'Andalousie, des Basques, etc., etc. Prenons les petits pays. Nos voisins. La Belgique. Quelle nation! En Flandre, ils ne veulent pas parler français. Et en Wallonie, comme ils disent, ils ne savent pas parler flamand. Et s'ils n'avaient pas le roi, ce ne serait même plus un État. J'ai habité 5 ans et demi au Luxembourg, c'est un des plus petits, hein. C'est vraiment un confetti. Mais même le Luxembourg, vous avez une partie allemande, vous avez une partie très luxo et vous avez une partie plus francophile, vers Longwy. Même ce petit Luxembourg qui n'a que 450 000 habitants, c'est difficile de dire que c'est une nation, mais c'est un vrai État. La France d'aujourd'hui est une nation. Mais à quel prix? C'est une nation qui, depuis Hugues Capet, je veux bien que les grands nationalistes la fassent remonter à Clovis, à ce moment-là, faisons-la remonter à César. Grâce à César qui a battu Vercingétorix, nous sommes devenus un pays en tout cas. Mais si on remonte à Hugues Capet, c'était la moitié de l'Île-de-France actuelle. Je parle de la région administrative. Donc dire que la nation est une entité absolue, totale, c'est méconnaître l'histoire et que la nation française s'est faite à coups de sabre, de fusil quand il y en a eu,
dans un deuxième temps, de guerres civiles considérables. Allez donc dans l'ouest de la France et parlez-leur des guerres de la Révolution, vous verrez ce qu'ils vont en dire, et le génie de l'unification qu'a été Napoléon, qui a compris que les armes, c'était bien pour l'extérieur, mais pour l'intérieur, rien ne valait le code civil. La même loi pour tous. Quand on voit cela, évidemment, on commence à se dire que la nation, c'est peut-être un concept un peu particulier. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Jacques Delors, très intelligemment, avait parlé, il y a 30 ans, de la fédération des États-nations. Parce que la plupart des États européens sont des vrais États, et pratiquement aucun, à part la France, n'est une vraie nation. Et puis j'ajouterais à tout cela un souvenir personnel de ce qu'est une nation. Je suis né juste après-guerre, baby boomer. À l'époque, en Alsace, surtout dans les villages, personne ne parlait français. Quand j'arrive à l'école à 5 ans et quelque chose, il n'y avait pas de maternelle dans mon village, je ne parlais pas un mot de français. Et l'instituteur et le curé, puisque Concordat oblige, c'est les deux qui nous éduquaient, nous ont mis dans nos têtes cette histoire merveilleuse française, à laquelle j'ai adhéré totalement. Et très vite, les gens de ma génération ont eu conscience que les nationalistes, pour nous Alsaciens, de 8-10 ans, c'étaient les autonomistes qui ne voulaient absolument pas parler français et qui voulaient rester entre soi en Alsace. Et pour nous, de cette génération, et pour moi, de manière absolue, la modernité, c'était le dépassement de cette forme étroite de nationalisme, c'est-à-dire d'entre-soi. D'entre-soi. Et de dire, je veux parler français. Je veux être un Français comme le curé disait toujours Carcassonne. Arrêtons-nous plus loin, mais comme le Français de Paris ou de l'Île-de-France. Vivre comme lui, m'intégrer, être totalement français. Ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne ses racines. Et donc, c'est là où j'ai découvert, très jeune, que la nation était quelque chose qui, certes, pouvait magnifier une histoire comme elle l'a fait pour la France, quand c'est Victor Hugo qui le chante, quand c'est Michelet, mais qui pouvait avoir des caractères de rabougri absolument extraordinaires. Alors, ce qui était merveilleux dans l'épopée française, jusqu'au 19e, j'allais dire, en reprenant la formule de Raymond Aron, jusqu'à la guerre civile suicidaire qui a duré de 1870 à 1945, le monde a basculé, le monde a changé. Le monde a changé et ce n'est pas le retour aux nations qui apportera quoi que ce soit à notre population. Alors, ils confondent le besoin de protection, le besoin de rester entre soi, le besoin de ne pas être exposé à la concurrence avec les Chinois, avec les hordes africaines qui pourraient les submerger du jour au lendemain, n'est pas un désir de retour aux nations qui, en plus, si elles existaient, n'auraient aucun moyen de les protéger, mais c'est un retour à une protection, à une forme de retour à cette, j'aime pas le mot civilisation pour cela, mais cette façon de vivre, le way of life, comme diraient nos amis anglais, qu'ils sentent menacés par cette mondialisation, par le fait que des Asiatiques, des Africains seraient chez eux en Europe. Rien à voir avec un retour aux nations qui me paraît être la chose la plus épouvantable qui puisse arriver à notre population, parce que non seulement ça ne va pas les protéger, mais ça va les faire sortir définitivement de l'histoire.